Mesdames, Messieurs, rebonjour pour le dernier duel de cette année. Nous avons convié, on va dire, deux habitués de ce plateau, le docteur Paul-Marie Wessou. Bonjour. Bonjour Xavier, bonjour téléspectateurs. Analyste politique et théoricien de la gouvernance. Et en face, un visage que vous connaissez tout aussi bien, Antoine Aloukonou. Bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes comptable, analyste politique. Le comptable m'importe beaucoup. Comptable analyste politique et accessoirement du bloc républicain. Voilà, nous allons commenter deux sujets, en tout cas nous allons diviser autour de deux sujets principaux. La semaine politique de Patrice Talon, le président de la République, qui a occupé les ondes ces dernières semaines. Docteur Paul-Marie Wessou, êtes-vous d'accord? On a l'impression qu'on a un président de la République tout en contrôle et sûr de son fait, qui dégage une certaine, on va dire, une certaine aisance, tout sourire, et qui, on a l'impression qu'il a la main sur sa matière et qu'il dégage une certaine sérénité. Bon, ça, on connaît le personnage. La sérénité a toujours été là, mais aujourd'hui, on a une... je ne dirais pas confiance, mais on sent qu'on a un président qui a la maîtrise sur sa descente, comme d'aucuns le dirait. Bon, ben écoutez, moi je crois que c'est les jours à venir qui vont nous fixer sur est-ce qu'il a vraiment la maîtrise ou est-ce que ce n'est que apparent, ce qu'il laisse voir de lui-même. Ce qui est important pour moi de ces deux dernières sorties, c'est que nous avons maintenant un président qui dialogue avec son peuple. Et ça, vous voyez, ça change complètement la façon dont on peut percevoir ce personnage qui, dans un premier temps, se faisait un peu, disons, entouré d'un verre, on va dire, un président retranché. Retranché, difficile d'accès, et qui ne s'expliquait sur rien, qui fonçait malgré tout ce qu'on dit, qui ne voulait apparemment écouter personne. Mais aujourd'hui, on constate que, oui, il est à l'écoute des populations, il écoute ce que l'on dit et qu'il veut aussi participer au débat en apportant donc ses points de vue. Mais est-ce que tout ce qu'il dit donne à croire qu'il est totalement en contrôle? Moi, je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses à redire sur ce qu'il dit. Et puis, vous voyez, comme on critique de plus en plus les partis qui le soutiennent, on constate que maintenant, ils ont commencé aussi à sortir. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que, vous voyez, c'est l'arrivée de Boni Yayi dans l'arène politique qui remue tout le monde. Et ça, moi, si quelqu'un ne peut pas voir les choses comme ça, c'est que la personne ne voit pas bien la vie politique de notre pays. Boni Yayi bouscule tout le monde, bouscule toute la classe politique, autant dans son camp que dans le camp opposé. Et vous voyez, depuis les sorties du président, et puis ensuite de ces partis qui le soutiennent, ces sorties-là sont tous dirigés vers des réponses à des choses que Boni Yayi a eu à dire ou à faire dans le temps. Et moi, je crois que ce n'est que de bonne guerre. Ça donne de la matière à nous autres qui sommes observateurs de la vie politique. Et ça nous donne de la matière. Et ça nous permet aussi de voir chacun dans son élément et de voir comment chacun, disons, réagit par rapport à cette nouvelle donne. Voilà. Antoine Aloukonou, est-ce que vous avez cette impression également que le président dégage, on va dire, qui a la maîtrise sur l'agenda politique, en réalité, dans notre pays, tend à donner même le tempo, parce qu'apparemment, c'est, en tout cas, sur les dernières séquences, c'est par rapport à ce qu'il dit que les autres s'ajustent, ainsi de suite, même dans son propre camp. Bon, je crois que dire qu'il est sûr, qu'il contrôle la classe politique,
Bon, à ma foi, c'est trop exagéré parce que contrôler un homme, c'est pas facile. Mais si on a un bon management, on peut quand même colmater les brèches. Je crois que le président Talon, dans ses sorties, à ma foi, ce n'est pas pour nécessairement dire que je maîtrise la classe politique, je maîtrise les siens, mais il a donné quand même quelques repères pour montrer que il n'est pas sourd de tout ce qui se dit, qu'il a une vue large des questions qui se posent à la nation, et il en a profité aussi pour donner ses points de vue. C'est vrai qu'à l'écouter, il ne restera pas en marge de la scène politique, surtout en ce qui concerne les préparatifs de 2026, où il finit son mandat pour passer la main à un autre. Et cela ne pouvait être autrement parce que il dirige quand même une équipe gouvernementale et qui a aujourd'hui plusieurs partis politiques qui soutiennent l'action, son action, et donc il doit pouvoir les organiser pour que, comme il a dit, après lui, ça ne soit pas le déluge. S'il pense que ce sont les bons repères qu'il a donnés au pays, il faut qu'il travaille à ce que ces repères soient pérennisés. Et il ne peut pas le faire sans que les acteurs de la vie politique ne l'accompagnent. Et donc, il a intérêt à les organiser et à s'expliquer pour qu'on le comprenne et qu'on le suit. Donc, c'est dans cette tendance qu'il a pu s'exprimer. Vous savez, son intervention est bienvenue aussi parce que, vous savez, il y a plusieurs sujets en attente, provenant surtout du Parti des démocrates, et qui, d'une manière ou d'une autre, l'indexent. La question de la grâce de ceux qui sont en prison, la question de l'amnistie, la question du code électoral, du fichier électoral, tout ça là, que les opposants sont en train d'agiter par-ci, par-là, et tout ça là porte à croire que c'est le président Talon, en fait, qui a verrouillé les choses. Donc, il va falloir qu'il intervienne pour donner sa position. Et aujourd'hui, sur ces questions, on connaît sa position. On sait qu'il est favorable à ce qu'on audite le fichier électoral. On sait qu'il n'est pas prêt pour le moment à gracier les détenus politiques majeurs, à savoir Ivor et Madougou. Et il n'est pas aussi prêt à accompagner le projet de vote de loi d'amnistie à l'Assemblée nationale, d'abord pour des raisons techniques et aussi pour des raisons politiques. Donc, sur ces questions, on connaît aujourd'hui sa position. Mais s'il n'était pas sorti, les supputations vont continuer et la partie adverse va l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, on connaît sa position. On sait aussi que le président Talon a décidé à voir la suprématie des partis politiques dans l'exercice du pouvoir politique. Le président Talon n'est pas aujourd'hui d'accord que les candidats à la présidentielle ne soient pas portés par les partis politiques. Et je pense que je suis totalement de son avis, puisque c'est ensemble que nous avons annoncé la réforme et c'est ensemble que nous l'avons soutenue. Et entre autres objectifs de la réforme, c'est de voir les partis politiques qui soient forts dans la vie politique de notre pays. Donc, on souffrirait qu'à l'arrivée, on redescend où les partis politiques seront mis en marge et que c'est des individus venant de nulle part qui prennent encore le pouvoir. Voilà. Donc, je pense que voici, en ramasser, en résumé, un peu l'approche qu'on peut avoir de ces sorties-là. Docteur Paul Marie-Ouessou, il y a une parole du président qui
qui peut faire dire beaucoup de choses. Je suis réactif. Est-ce que pour vous, ça annonce que cette séquence politique qu'on vient de voir va se poursuivre ainsi? Qu'on va voir un Patrice Talon plus présent, plus, on va dire, en tout cas plus disert sur la vie politique, quitte à répondre du tac au tac. Est-ce que vous pensez que ces 2 années qui nous séparent de la présidentielle, on va avoir un Patrice Talon plus offensif que jamais, du moins dans la posture? Oui, bien sûr. Moi, je crois que ça ne va pas s'arrêter là. C'est ce que je crois savoir de ce qu'il a dit. Je serai actif. Je serai actif pour que nous puissions élire ensemble celui qui va nous diriger après 2026. C'est ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire qu'il va s'impliquer dans l'activité politique. Bon, maintenant, est-ce que cela implique que ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il faut attendre 6 mois pour véritablement commencer ces choses-là, est-ce que c'est là qu'il faut faire? Je crois que son activité fera du bien au débat politique, et vous constatez avec moi que ceux qui avaient prédit que le match Talon-Yahi était déjà joué, se sont trompés largement sur le fait que les élections à venir sont véritablement des élections qui vont être décidées par les 2 personnalités, par ce que les 2 personnalités disent. Rappelez-vous qu'il a provoqué Yahi en un duel d'Achapodi national. Bon, maintenant, est-ce que bon, Achapodi, c'est pas un duel. Achapodi, c'est bon, c'est l'arbre sous, comment on appelle ça? C'est sous l'arbre par l'arbre. Sous l'arbre par l'arbre. Bon, bien sûr, on ne s'emploie pas dans le Achapodi. C'est sous l'arbre par l'arbre, mais avec des sujets qui divisent. Oui. Je crois savoir que les sujets sur lesquels il provoque son ami en Achapodi divisent. Et par conséquent, ça va faire de l'étincelle si véritablement ce Achapodi a lieu. Moi, je souhaite que cet Achapodi ait lieu, puisque vous demandiez si on peut espérer ou s'attendre à ce qu'il soit actif, que ces sorties-là soient continues. Justement, le Achapodi est déjà, donc l'annonce que oui, je suis prêt maintenant à entrer dans la... Encore faut-il que Yahi Boni accepte de jouer le jeu. Oui, moi j'aurais souhaité que le président Yahi Boni accepte le jeu, non pas pour que les 2 viennent étaler sur la place publique ce qui les divise, ce qui est sûr, aucun d'eux n'aura raison. Quel que soit, j'ai entendu les députés sortir hier et dire jamais celui-ci n'a jamais demandé ceci. Je ne sais pas s'ils étaient là pour savoir ce qui s'est réellement passé entre les 2, mais ce que moi je sais, aucun des 2 n'aura raison ou ne pourra sortir et dire quelque chose qui lui donne totalement raison par rapport à l'autre. Mais sur le sujet, ce que moi je voudrais pouvoir voir, c'est que les 2, en dialoguant, puissent permettre au Bénin de voir son avenir se dessiner dans la paix. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. C'est-à-dire que, vous voyez, depuis que les 2 commencent à se parler, et maintenant ils se parlent à distance. Avant, ils se parlaient même pas du tout. Même pas à distance. L'un agit peut-être en réaction à ce que l'autre dit, sans jamais dire ou mentionner l'autre. Mais aujourd'hui, le président Talon sort faire un discours sur la nation, le président Yahi sort et commente le discours, le président Talon revient et réagit par rapport à ce que le président Yahi a dit. Je crois que c'est cela qu'il nous faut pour aller vers la paix, pour que les 2 camps comprennent. Parce que, vous voyez, le camp présidentielle, comme je l'ai dit depuis un certain temps avec nos critiques, a commencé maintenant à sortir avec les anciens députés, donc à qui on a trouvé un moyen de reprendre de la voix et qui, à mon sens, se sont livrés à un jeu d'injures. C'est que moi, c'est étonnant. Je ne sais pas si dans une sortie comme ça, il faut donner la parole à des gens qui ne peuvent qu'injurier, qui n'ont rien à démontrer rien à démontrer pour justifier et défendre les actions du gouvernement, plutôt que de se lancer dans des injures du président Yahi, qu'il est ci, il est ça. Mais, écoutez, moi je pense qu'il faut que la mouvance aille dans un atelier où ils vont apprendre à élaborer leur discours politique
pour aller vers les élections de 2026. Sinon, ils vont passer totalement à côté. Si vous y allez, je voudrais croire qu'en 2026, le député Rachidi Badamassi va être candidat. Et je voudrais... Candidat à quoi 2026, les élections législatives, bien sûr, okay. Puisqu'il est encore possible qu'il soit candidat. Et je voudrais le mettre au défi de sortir de Parakou, enfin d'être élu à Parakou, avec le président Yahi Boni présent dans l'arène. Je voudrais croire. Et moi, ça serait intéressant de voir ce jeu-là. Mais s'il y va en pensant que, en injuriant Yahi, en l'affublant de tous les maux de ce monde, qu'il va pouvoir être élu, moi je crois qu'il se trompe largement et il passera à côté, vraiment à côté de son sujet. Au lieu de cela, moi je crois sincèrement que le fait que Yahi est dans l'arène politique aujourd'hui, personne ne peut lui nier cela. Et il faut maintenant plutôt aller sur ce que nous proposons pour la population, ce que nous proposons pour le Bénin, maintenant et après 2026. Si nous ne faisons pas comme ça, et je crois que quand le président Talon lui sort, je crois il fait le jeu de vraiment dessiner ce qu'il fait en ce moment, de l'expliquer clairement et de dire où il pense que le Bénin peut être, comme je l'ai souvent dit, ce qu'il dit peut ne pas être juste ou peut ne pas être vrai, mais il le dit avec une telle conviction et une démarche logique que vous êtes porté à croire qu'il dit des choses sensées. Donc, moi, je pense que le président va rester dans le débat. S'il sort du débat, ça va retomber dans la léthargie de son côté. Or, les autres, ils sont partis pour ne plus jamais baisser la garde ni la pression sur la mouvance. Et ils vont occuper le terrain, ils vont véritablement manger cru, je veux dire, la mouvance, si elle se terre dans le silence et attend que le président Talon fasse le miracle comme d'habitude. Oui, voilà. Est-ce que vous avez la même appréciation des différentes réactions qu'on a eues du côté de la mouvance? Bon, je crois d'abord que par rapport à la question de l'activité du président Talon, c'est vrai, le président Talon même l'a dit qu'il sera actif, mais sous quel format, je ne pense pas que le président Talon soit actif sous le format Yahi, le format où on est dans les hameaux, on est dans les villages, tantôt on est sous le format pasteur qui annonce l'évangile, tantôt on est sous le format politique, et on est un peu partout. C'est le genre de Yahi. Mais je pense que le président Talon sera actif, mais peut-être pas sous ce format, je le présume, puisque ce n'est pas aujourd'hui que le président Talon est actif sur la scène politique béninoise. Bon, pour nous autres, nous l'avons découvert peut-être à partir de 2012, où les questions d'empoisonnement sont arrivées. Mais pour ceux qui sont proches de l'homme, et si je dois tenir compte du témoignage de l'honorable Badamassi, déjà en 2002, Yahi était allé solliciter le soutien. Oui, le président l'a dit, ils ont travaillé ensemble. Voilà, c'est pour dire que l'activisme du président Talon a sa forme. Il n'est pas tenu de s'apparaître à tout moment pour faire les débats, comme le dit M. Wessou. Quand il dit que je serai actif, pour moi, c'est que je ne resterai pas sans distribuer les cartes, sans organiser mon groupe politique, sans mettre les moyens techniques, matériels, financiers qu'il faut pour qu'on puisse aller à la victoire. Je pense beaucoup plus que son activisme sera sous cette forme que de le voir sur le format tic-au-tac, venir régulièrement au débat. Non. Vous avez vu, si le président Talon est intervenu pour faire ces quelques débats, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que l'intoxication était de trop sur plusieurs questions. Et il fallait qu'il intervienne pour, sans langue de bois, dire sa position. Aujourd'hui, sur les questions essentielles sur lesquelles surfe
nos amis démocrates, on connaît la position de Talon aujourd'hui. On sait qu'il ne veut pas gracier Rikia et Aïvo. On sait qu'il ne veut pas accompagner la loi d'amnistie. On sait qu'il est prêt pour qu'on audite le fichier électoral. Donc, tous les éléments, moi je vois beaucoup plus la situation plus difficile pour les démocrates pour avancer. Parce que les éléments sur lesquels on est en train peut-être de zigouer le peuple... il pourrait en trouver d'autres. Il pourrait en trouver d'autres, nous y sommes, mais je pense que peut-être que le peuple a faim, c'est le dernier format qu'on aura utilisé. Sinon, les questions sur lesquelles on est en train de jouer, pratiquement sont en train d'être vidées. Même la question de l'amnistie qu'ils sont en train d'utiliser pour instrumentaliser le peuple aussi, les députés de la mouvance présidentielle ont commencé par s'exprimer. Vous avez vu les détails de l'honorable Hassan Seibou sur cette question de l'amnistie. En tant que président du groupe parlementaire, le Bloc républicain, il a fait un speech très fort, cohérent, technique, pédagogique sur la question de l'amnistie. Et vraiment, je le salue au passage. Ça là, voilà un député. C'est comme ça, on explique les choses. Et pour ceux qui veulent comprendre, moi j'ai déjà compris plus tôt, je sais que les démocrates ne veulent pas le vote de la loi d'amnistie. Ça, je vous l'ai dit ici. Vous vous souvenez que lorsqu'ils avaient rejeté le projet de loi des finances, je vous ai dit, mais j'ai fait le lien, et vous m'avez dit, mais pourquoi je fais le lien? Mais j'ai dit, mais le lien est clair. Parce que vous avez besoin de moi pour que je vote une loi d'amnistie, de toute proportion gardée, pour que vos éléments que vous défendez sortent de la prison. Mais les quelques occasions que moi j'ai pour tester aussi votre foi de façon réciproque à voter pour quelques dossiers, pour moi, vous les rejetez. Cela voudra dire quoi? Vous êtes en train de m'aiguiser à rejeter la loi d'amnistie. Vous voyez? Ça veut dire que les démocrates, en fait, ont envoyé le projet de loi d'amnistie pour répondre à des faits politiques. Premier fait politique, nous avons, c'est sur la base de ce que nous allons faire sortir dès que nous serons élus, Joël Aïvo, Madougou et autres, de la prison, par une proposition de loi. C'est sous ça là que nous avons fait la campagne. Il faudrait que nous puissions déposer une loi d'amnistie pour prouver à nos mandants que nous avons la bonne foi de le faire. Et qu'à l'arrivée, c'est la partie adverse qui ne veut jamais que les gens sortent de la prison. Ça veut dire qu'on instrumentalise le peuple. C'est à des résultats politiques qu'on a envoyé la loi, puisque on sait qu'on est minoritaire et on sait que pour les lois d'amnistie qu'on sort, il faut un consensus préalable autour et qu'il faut le nombre requis pour voter la loi. Donc le préalable n'a pas été fait et on est allé déposer la loi. Vous voyez. Donc ce sont des comportements politiques et pour pouvoir toujours jouer sur l'électorat. Donc quand vous voyez tout ça... Mais on ne peut pas le leur reprocher, on est en politique. Non, moi on ne peut pas le leur reprocher, c'est un fait, on est en politique, mais moi je ne conçois pas la vie politique comme étant le siège du mensonge tout le temps à la population. Parce que en tant qu'acteur politique, il faut qu'à partir d'un moment, nous soyons responsables devant les électeurs. C'est vrai que pendant la campagne, on se permet de tout dire, mais on ne peut pas ériger cela en modèle. Il faut que la classe politique travaille à ce que devant les électeurs, ça soit les projets de société, que ça soit des visions, que ce soit des idéologies. Malheureusement, on n'a pas encore des partis politiques construits autour d'idéologies. Sinon, en réalité, les électeurs dans les pays les plus développés, on connaît la tendance de chaque parti politique. Quand vous allez aux États-Unis, quand on dit que on parle des républicains,
on sait le minimum sur lequel ces républicains s'entendent. Oui, bon, ici aussi, il y a des marqueurs idéologiques, sauf que ce n'est pas animé. Non, c'est ce qu'on peut dire. Il n'y a pas d'idéologie ici. Ah, le bloc républicain n'a pas d'idéologie. Non, c'est ce que moi je dis, non, moi je parle par expérience. Hein. Nos lèvres peuvent proclamer des idéologies. On peut dire que le bloc républicain est libéral, que l'UP est social-démocrate, on peut dire tout ça là. Mais dans la réalité, dans les faits, je peux vous dire que ce n'est pas l'idéologie qui a réuni les gens. Chacun a pensé à son avenir politique et ils se sont regroupés et ils pensent que dans cette circonscription, si je suis avec UP, la tête de liste ne peut pas me revenir, je préfère être bien et chacun a vu, c'est comme ça les gens se sont regroupés. Et quand vous voyez aujourd'hui la démocratie interne au sein de ces partis, vous allez comprendre que, parce que si c'est sur des questions d'idéologie que ces partis se sont vraiment regroupés, je ne vois pas quelqu'un qui est libéral, quitter le bloc républicain pour rejoindre l'UP, pour social-démocrate. Vous voyez, non, donc, ce n'est pas nécessairement ça là. On a annoncé, mais dans les faits, on n'a pas encore ça. Mais normalement, on doit travailler à ce que vraiment ça soit cela et que quand quelqu'un adhère à un parti qui est libéral, il sait pourquoi il est avec les libéraux. Quelqu'un qui est avec les socialistes, il sait pourquoi il est avec les socialistes. On n'en est pas là encore. D'accord? C'est pourquoi la population, on m'amène la population dans tous les sens. Et je dis que la population aussi doit jouer sa partition parce que chaque peuple mérite ses dirigeants. Si les peuples sont d'accord que, bon, c'est tel dirigeant qu'on veut, ils les auront. De toute façon, le dernier mot leur revient. Pour finir sur cette question. Bon, ben écoutez, je ne sais pas. Hein. Nous sommes à la veille de 2024. Et si je dois formuler un souhait pour Antoine, c'est que vraiment il s'élève dans le débat, il sait s'élever, je le sais, c'est pourquoi je formule ce souhait, qu'il s'élève dans le débat politique et qu'il cesse de voir le mensonge chez les autres, l'intoxication, des mots comme ça. Je ne sais pas qui intoxique qui au Bénin, parce que si je veux parler d'intoxication venant de la mouvance, je vais vous parler de ça toute la journée. Si je vais vous parler de mensonge venant de la mouvance, je vous parlerai de ça toute la journée. Et donc, si on veut parler aussi de mensonges chez les autres, on parlera aussi de démocrates, on parlera aussi toute la journée. Alors, ce que moi je voudrais simplement que, ce sur quoi je voulais qu'on focalise l'attention, c'est que bien sûr les démocrates ont promis pendant les élections qu'ils feront, ils poseront l'acte de faire sortir Madougou et l'autre des prisons. Ils sont venus, ils ont essayé. Ça, c'est un fait. C'est même pas de la politique. Ils ont essayé de le faire. Maintenant, vous savez, ce qui anime tout peuple, c'est sa sympathie avec l'innocent. Tout peuple est sympathique avec l'innocent et disons, en colère contre le méchant. OK? Mais dans ce jeu qui se joue là, qui est le méchant, qui est l'innocent? Quel que soit ce que les démocrates font, parce qu'on a dit, les démocrates ont mis une loi pour dire ceci, mais si c'est la loi, parce que ce dont nous parlons là, c'est très sensible pour qu'on fasse du commerce, communicationnel et politique là-dessus. Okay? Si la loi que les démocrates ont déposée, la loi d'amnistie, n'est pas convenable, eh bien que la mouvance jette ça de côté, propose une loi. Ce que le peuple béninois, si vous l'interrogez de nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, au je ne sais où là, ce que le peuple béninois veut, c'est que cette question à Yvon Madougou là soit réglée. Ça là, personne ne peut nier ça. Sur le territoire national, partout où vous allez, personne ne peut nier le fait ou l'envie du peuple béninois de voir cette question réglée. Alors, si la loi qui est déposée par les démocrates, on les accuse de commerce politique, donc il ne faut pas faire de sorte que ça soit chose-là, laissez ça de côté, que la mouvance propose une loi et que l'on règle ce problème. Pour nous autres,
qui, comme le président le dit, sommes à équidistance, qui sommes à égale distance de tout le monde, c'est que ce problème pourrit la vie politique et focalise l'attention trop. Trop. Parce que, vous voyez, on va passer 2024 à parler Madougou, à Yvon. Là où vous allez à des endroits, moi j'étais la dernière fois absent, et j'étais allé dans le nord, quelque part, comment on appelle cette ville-là maintenant, la ville qui abritait la prison, Segbana. Segbana, Oui. dans Bembereke, Oui. n'est-ce pas? Voilà, j'étais allé à Bembereke et à quelques kilomètres du centre de la mairie, on était d'abord allé à la mairie et après on est allé dans un village à quelques kilomètres de la mairie, impossible de téléphoner. Voilà les problèmes que vivent les populations. Donc, voilà les problèmes sur lesquels, moi, je pense qu'il faut se pencher. Que de passer sa vie à parler Madougou à Yvon, ce problème est un problème qui pourrit la vie à tout le monde. Réglez-le. Si c'est la mouvance qui va régler ça à sa façon pour montrer que c'est elle qui est la bienveillance, qui a la bienveillance vis-à-vis de ces personnalités, que la mouvance règle le problème et ignore les démocrates et que le problème soit réglé. C'est de ça que le peuple béninois a besoin. Que le problème soit réglé et qu'on ne s'enlise pas dans ces échanges de il a menti, moi j'ai pas menti, qui ment, qui ne ment pas. Tout le monde, tous les politiques que moi je connais ici, tous les partis politiques mentent. Et on peut le démontrer. On peut prendre des exemples sur lesquels on va démontrer et dire comment chacun ment. Ok, voilà. Donc moi je voudrais simplement qu'on règle le problème et qu'on permette au peuple béninois de se concentrer sur les vrais problèmes. 2024, j'ai déjà critiqué vertement les démocrates pour cela. Quand ils sont allés se réunir, je crois dans le Mono ou dans le Koufo, pour faire le PTA de 2024, les problèmes qu'ils ont mis en avant et que le président Yaïboni a lu et que tout le monde a entendu, c'est Aïvor, prison, c'est démocratie. Vous voyez, ce n'est pas les problèmes du Bénin, ça. Ce n'est pas les problèmes du Bénin, ça. Vous savez, on est en train de mettre des usines à Glodibé. Oui. Ok. Ce n'est que le début. Les vrais problèmes vont s'installer, les usines là auront de vrais problèmes, seront confrontés à de vrais problèmes dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui n'est plus un monde fermé où vous pouvez faire ce que vous voulez dans vos quatre murs. Ces usines là feront face à de vrais problèmes. Comment ensemble, démocrates, UP ou BR, nous essayons de faire face à tout ce qui viendra de l'extérieur par rapport à ces usines? C'est ça qui est le plus important. Comment nous ferons de sorte... Regardez, par exemple, le président a parlé de comment dirais-je, régler le problème des voix qui sortent du Bénin. Vous vous rappelez cela, les voix qui sortent du Bénin, et qu'il faut des voix dédiées que tout le monde connaît. Mais regardez, ce problème, par exemple, où la résolution ou bien la mesure prise n'est venue que lorsque les sojaculteurs ont commencé à amener du soja au Togo. Et l'État, sans aucune explication, fait ce qu'il a fait. C'est ça qu'il faut régler comme problème. Moi, je crois que les explications selon lesquelles, oui, il faut que ce que nous produisons ici puisse aider nos industries à fonctionner et créer de l'emploi au Bénin, je crois que ces explications sont valables. Mais il faut dialoguer avec les populations, il faut dialoguer avec elles pour qu'elles comprennent les enjeux aujourd'hui, demain, les enjeux d'hier, d'aujourd'hui et de demain, pour qu'elles comprennent ces enjeux et qu'ensemble, nous venions ensemble pour faire face à ce qui vient de l'extérieur. Vous savez, vous voyez, démocrates et républicains, je suis aux États-Unis, pas au Bénin, démocrates et républicains se combattent à mort. Mais tentez de rentrer dans ce jeu-là, vous allez voir. Ils vont vous broyer. Les deux vont se réunir pour vous broyer. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous en arrivions à ce niveau d'activité
activité politique où nous pouvons nous combattre sur les idées, sur la façon de faire, sur là où nous voulons aller, mais que sur certaines questions principales, que nous puissions tous nous retrouver ensemble et combattre ce qui nous attaque de l'expérience. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, qui est-ce qui ment, qui ne ment pas, ça là, tout le monde ment. Oui. Et on le sait. Voilà. Bon, je crois que parfois on est appelé à esquiver la vérité. Quand je vois le raisonnement de... je trouve que c'est une belle nuance. Non, on ne ment pas, mais on esquive la vérité. On esquive la vérité. Et ce que je voudrais dire, je ne voudrais pas dire qu'il ne faut pas sortir à Ivor, il ne faut pas sortir Madougou pour qu'on me prête des intentions. Nous tous, nous sommes des humains et on a des émotions. Mais quand on est à des postes de responsabilité les plus élevés, comme le dit le président Talon, l'émotion peut être là, mais on est obligé de prendre des décisions avec responsabilité. Puisque ce n'est plus votre vie seule qui est engagée, c'est la vie de toute une nation. Moi je dis, quand on parle de l'amnistie de Ivor, de Madougou, tout ça là, c'est bon. Mais personne ne s'intéresse aux conditions qui ont fait qu'on en est arrivé là. Et si on doit continuer comme ça, on n'a pas encore fini d'amnistier les gens. Hein, parce que si votre femme commet l'adultère et que on dit qu'il faut lui laver les pieds, c'est-à-dire qu'il faut passer ça sous silence et que vous acceptez. Et que quelques mois, quelques années après, elle commet encore l'adultère. Et que vous la pardonnez encore. Ce qui est sûr un jour, dans ce processus, le jour où il va trouver un bon gars, un homme bien riche, qui remplit toutes les conditions qu'elle veut, c'est que les deux vont se réunir pour penser à votre mort. Parce que désormais, dans le processus de débauchage où elle est restée, elle a trouvé maintenant là où il faut s'asseoir vraiment. Et vous êtes devenu maintenant l'ennemi à abattre. Vous voyez, c'est caricature cela pour que les gens comprennent que le mal qui est là et qui fait que quand il y a des élections, pour une raison ou une autre, on peut se trouver dans des affronts, on peut se trouver dans la guerre. Ce mal aussi est à penser. Ce n'est pas seulement amnistier les gens là, qui nous fait un choix. Ce qui amène à l'amnistie là, il faut aussi penser à ça. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'on esquive la vérité. Monsieur Marie Ouessou ne peut pas me dire que dans ce pays là, qu'il ne sait pas qu'avant que Ivor et consort soient en prison, qu'il y a eu des antécédents et qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces faits? Qu'est-ce qu'on fait pour que ces faits ne reviennent plus? Donc moi j'estime qu'au même moment où on est en train de pardonner la femme, il faut trouver des mécanismes, des moyens pour lui dire qu'il faut que ça s'arrête. Maintenant, on vient, tout le monde esquive la vérité et on se concentre sur cela. Non, si c'est ça, nous allons sortir à Ivor et Madougou aujourd'hui. Mais demain, si on ne sait pas faire, c'est Marie Ouessou qui sera en prison. Non, oui, c'est une manière de parler. Ça dit, le danger peut venir. Marie Ouessou, c'est bien. Bon, heureusement, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est pas vous. Ça dit, c'est pour dire qu'on est en train de construire la nation. Oui. Et il faut qu'on joue sur toutes les valeurs en amont et en aval. Oui, on est d'accord, nous sommes des citoyens, tout ça là. Voir des amis, des frères en prison, c'est pas bon. Travaillons dans le sens qu'ils sortent. Je suis d'accord. Mais les faits qui les ont poussés là, qu'est-ce qu'on fait pour ne plus en arriver là? Personne n'en parle. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas esquiver la vérité. Et je pense que le président Talon, en fait, c'est cela qu'il explique en disant que le pardon peut être parfois une faute. Parce que en pardonnant la femme adultère à des bon, on ne va pas faire de fixation sur les femmes. Non, c'est la caricature. Non, on est dans une société oui, où le fait qui peut retenir plus l'attention des gens à comprendre que on ne peut pas pardonner, il y a des fautes qu'on ne peut pas pardonner à des terrains vitaux. C'est pourquoi il prend cet exemple. Oui, et vous êtes d'accord, non?
Oui, bon, c'est votre propos, oui. C'est ça. Oui. Donc, Très rapidement, il parce qu'il nous faudrait reste quelques minutes. Au même moment où nous travaillons à ce que on sorte Madougou et qu'on sort parce que personne n'est prêt à dire qu'on ne peut pas sortir. Parce que chacun a peur que, si je dis ça, on va dire que je suis méchant. Mais au moment où on dit ça, là, il faut qu'on travaille à dire que quand on veut faire les élections, là, et que les règles sont préétablies, parce que la démocratie, c'est ça. Les règles, c'est des règles préétablies, et que les règles sont préétablies. Que personne, en s'opposant, en critiquant, n'arrive à bombarder le pays. C'est ça. Les démocrates dont on parle sont nés quand? Ils sont nés après toutes les élections consacrant le parrainage. En principe, les démocrates ne doivent pas prétendre même aller aux élections en 2021, puisqu'ils sont nés au moment où les élections législatives et communales sont déjà passées. Donc, ils doivent s'attendre à des parrains par défaut. C'est ça, puisqu'ils n'ont pas de parrain et ils ne peuvent pas l'avoir. Et pourtant, ce parti dit qu'on ne peut pas faire les élections sans moi. Ça n'a pas d'autre nom. Hein. C'est le coup d'État. Ça n'a pas d'autre nom, puisque vous n'avez pas les parrains. Et vous dites qu'on ne peut pas faire les élections sans vous. Le nom que ça, c'est le coup d'État. Antoine, on va non, entrer dans l'histoire. ça dit, on est obligé. Oui, mais on va rentrer dans l'histoire si nous voulons Oui. régler les problèmes, Oui. pour que les lois d'amnistie ne surviennent plus, nous sommes obligés de nous dire la vérité. Bon, ok. C'est ça, Ce que on moi est je obligé de dire la suggère, vérité. Très rapidement, oui. ce que je suggère, ce que je peux suggérer. On est obligé de dire la vérité. Oui. Moi, je n'ai pas dit. Je suis d'accord Je n'ai avec pas toi. dit de ne pas faire sortir à Ivoire et Madougou. Je n'ai pas dit ce que je n'ai pas dit. Voilà. Mais j'ai dit. C'est ça qui est essentiel. Ceux qui sont de cette école-là. Oui. Comme vous le démontrez en esquivant la vérité là. Non. C'est ça que vous refusez. Non, il y a- Vous auriez dû dire que oui, on comprend que nos frères, par endroit, ont péché. Mais, c'est ça. Si nous voulons que le chef de l'État gracie les gens, accompagne la loi d'amnistie, nous devons d'abord reconnaître que la position que le président de la République occupe, c'est pour éviter qu'à l'avenir, cela ne devienne la règle. Nous devons reconnaître ça d'abord. Oui, On esquive la c'est vérité. bon. Je crois que c'est Et bon. non. C'est bon. Oui, très rapidement. Oui, allez-y, très rapidement. Bon, moi, je voudrais suggérer ceci. Oui. Parce que ce qu'il dit me permet de faire chose là, de faire cette suggestion. Je pense que ce que nous devons faire, c'est que depuis 2000, on va dire 17, même 18, ok, tout ce qui s'est passé jusqu'en 2021, ces années-là, il faut véritablement faire ce que les Sud-Africains ont fait, ce que les Rwandais ont fait, c'est-à-dire vérité et réconciliation. On l'a fait en 2019. Non. C'est déjà fait une fois. Non, Alpha. Allez-y, oui, vous avez pris votre débat. Allez-y. Oui, allez-y. S'il vous plaît, il nous reste quelques minutes. Allez-y, faites votre suggestion. C'est pour cela que j'ai dit à Antoine de se lever dans le débat. Oui, ce allez-y. qui est fait en 2019, c'est connu, tout le monde le connaît. Oui, ça allez-y. n'a aucune valeur égale à ce que les Sud-Africains ont fait, vérité et réconciliation. Bon, en même temps, l'objectif, c'était pas de faire comme ce que les Sud-Africains ont fait. Voilà, donc il dit c'est déjà fait une fois. Allez-y. Maintenant, c'est que moi je suggère. S'il vous plaît, allez-y. Moi je suggère que nous fassions cette démarche-là, vérité et réconciliation. Oui. Et une fois qu'on a fait cette démarche, tous les problèmes qui se sont posés dans ce temps, nous pouvons maintenant trouver les moyens de dire on va s'élever au-dessus de ça en tant que nation Oui. et aller de l'avant. Oui. Aller de l'avant pour ne pas cristalliser la vie de la nation Autour de cette question. Oui. À Ivor, cela. Et puis vous voyez, ça devient programme d'action de je ne sais quel parti politique. Et ça, je voudrais qu'on dépasse cela. Et je sais que le président de la République, il a les moyens de dépasser cela. Et j'ai entendu dire que le clergé va prendre langue avec lui à ce sujet et faire une certaine médiation. J'espère que avec le clergé, l'Esprit Saint va se manifester et que nous puissions, vraiment dépasser ce goulot-là, parce que c'est même bien pour le président que nous dépassions cela, pour que, comme je le dis, vous voyez les choses qu'il a posées, des choses qui ont été réalisées, qui ne sont pas pour nécessairement un individu ou un autre, qui sont des choses que nous devons préserver dans notre nation, que nous puissions nous préoccuper de comment préserver ces choses pour aller de l'avant. Voilà. Parce que les usines, rappelez-vous, ce n'est pas la première fois qu'on fait une politique de mise en place d'industrie. Et
nous savons comment ça finit. Ça finit, oui. Et cette fois-ci, il faut que véritablement on laisse passer les problèmes qui nous occupent inutilement pour Comme nous il le concentrer dit, sur la vie de ces choses-là Oui. et comment nous pouvons les améliorer et préserver pour le futur. Très rapidement, on va finir sur la question du Niger. Le président l'a dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour condamner. On est dimanche, ça tombe bien. Il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour négocier, si on peut ainsi parler. Dans l'entretien du samedi 23, il a assumé. On peut parler de reculade, voilà, c'est la nouvelle position du Bénin, il assume parfaitement. Et des pas ont été posés en ce sens. Le port autonome de Cotonou a levé l'interdiction des importations vers le Niger. Je reste avec vous. Est-ce que pour vous, c'est déjà un pas vers la normalisation? On a eu la réponse de la Chambre de commerce du Niger qui dit, stricto sensu, qu'ils attendent que les sanctions soient levées, qu'il ne s'agit pas juste de lever l'interdiction ou bien la suspension de l'importation. Ils attendent que tout le package soit levé. Mais en nous concernant, est-ce que vous considérez que c'est déjà un pas vers la normalisation? Je crois que la réponse de la Chambre de commerce du Niger est une indication forte. Non, je parle pour nous, puisque ça ne dépend pas uniquement de nous. Faites au président de la République, parce qu'il fait partie de ceux qui, justement, ont défendu la position de sanctionner le Niger à la CEDEAO. Donc, c'est une balle lancée dans son camp, puisqu'il disait que la balle est dans le camp des Nigériens. Maintenant, la balle est retournée dans son camp pour qu'il puisse faire une démarche vers la CEDEAO et ses pairs pour que nous puissions évoluer sur cette question-là également. C'est très bien que le Bénin se soit rendu compte, même si c'est à mon avis un peu tard, se soit rendu compte qu'il fallait pas aller dans ce sens, qu'il faut, disons, reculer et puis donner la main à nos frères nigériens. Je voudrais croire que cette position, elle est sincère et qu'elle va être ferme. Et si c'est ferme, effectivement, comme je le dis, faire des démarches vers les pairs. Bien sûr, le président de la Côte d'Ivoire, puisqu'il a une oreille pour le président béninois, le président du Sénégal, puisque lui aussi a une oreille pour le président béninois, et que il aille aussi vers Amballo, je crois, le Guinéen, le Bissau guinéen, pour que les uns les autres amollissent leur proposition, pour que le Niger retrouve un peu son souffle. Et à partir de cet instant, je crois qu'en faisant cela, il se redonnera un crédit qu'il a perdu à travers la position initiale, en prenant l'initiative donc de rallier ses pairs à la nouvelle tendance, qui est maintenant une nouvelle tendance mondiale. Donc qui se redonnera un crédit auprès des Nigériens, qui en retour lui renverront l'ascenseur. Ce qui est sûr, le Niger ne peut pas faire ad vitam sans le Bénin, et le Bénin ne peut pas non plus faire ad vitam sans le Niger. Je crois que c'est des pays frères. Il faut travailler à ce que les uns les autres se parlent et qu'on aille de l'avant. Entend nous. Oui, je pense que dans cet entretien, je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, puisque le chef de l'État a tenu quelques propos qui m'ont sidéré. Surtout quand les journalistes ont demandé si ce n'est pas un rétropédalage. Le chef de l'État a dit oui, même si c'est un rétropédalage, si nous ne sommes pas capables de rétropédaler, ça veut dire que nous sommes Dieu. Ça veut dire que quelque part, le chef de l'État sait que l'homme a des limites et que la faillibilité de l'homme peut arriver. D'accord? Et c'est ça qui déclenche le reste. Je crois que laissons le temps au temps, puisque le chef d'État a dit que la position qu'il a exprimée dans cet entretien est la position de la CEDEAO. Donc je crois que d'ici peu, la CEDEAO n'hésitera pas à lever les sanctions. Parce que on est maintenant... Bon, il y a des négociations déjà. Oui, on est dans le dégel. Donc, ce que la Chambre de commerce du Niger a dit est normal, puisque les frontières sont encore fermées. Donc, il ne sert à rien de dire que parce que on a levé la suspension au port, que le transit est lancé. Donc, je suis d'accord. Donc, je crois que d'ici là, si c'est la position de la CEDEAO maintenant de revoir sa position, de laisser tomber beaucoup de choses,
la situation va se normaliser parce que ces deux États, le Niger et le Bénin, sont des États frères et le port de Cotonou est le port du Niger. Donc à partir de ce moment, ce que nous aurions souhaité, c'est que l'harmonie revienne entre les deux États. La guerre qui est là ne servirait à rien. Je crois que la CEDEAO doit prendre exemple de ce qui s'est passé et les différents chefs d'État aussi doivent prendre exemple parce que le problème de la CEDEAO a pris la décision sans, à ma foi, sans voir le contexte de panafricanisme que nous vivons actuellement. Oui, bon, quand on le dit ainsi, bon, c'est vrai que c'est moi qui pose les questions. Souvent, est-ce qu'on n'infantilise pas quelque peu les chefs d'État? Ils ont des conseils, ils vivent dans le même monde que nous, donc ils ont pris la décision de responsabilité. Je vais vous le dire, vous savez... Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils prennent la décision de responsabilité. Vous savez, au fait, la décision de la CEDEAO, en soi, n'est pas une mauvaise décision. Parce que la CEDEAO se dit, mais le coup d'État du Niger est un coup d'État de trop. Et si on ne fait pas quelque chose, si on ne brandit pas les muscles, on risque, comme je le disais tout à l'heure, on risque de l'ériger en règle. Mais le contexte dans lequel on se trouvait, ces intimidations ne pouvaient pas avoir d'effet puisque les gens estiment que les coups d'État, quand bien même on les condamne, ils sont mauvais, sont les bienvenus en ce moment précis pour régler le problème de la France. Donc, c'est pourquoi il dit que si la CEDEAO avait bien compris ce contexte, il aurait compris que très rapidement. Cette attitude de va-t-en-guerre tout de suite ne pourra pas prospérer. Voilà, on va espérer que la situation évolue très vite. On fera le point. On fera le point en 2024. Dieu fera. Oui, on fera le point. Le Niger et le Bénin vont se retrouver, se donner la main. Comme cela faisait d'habitude. Au moins, on finit là-dessus. Je ne saurais finir sans vous souhaiter tous nos voeux pour la nouvelle année, en espérant vous revoir en pleine forme, en pleine santé, toujours avec nous pour décrypter, s'affronter, en tout cas faire gicler les idées comme on aime à le dire. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre, disons, promptitude à répondre à nos invitations. Nos meilleurs voeux pour vous-même, pour vos familles, à tous ceux qui vous sont proches. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On s'en arrête là pour le dernier duel de cette année civile 2023. Ne quittez pas votre position puisqu'on se retrouve tout à l'heure pour commenter ce plateau. Merci Antoine Adoukonou. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci. Je rappelle que vous êtes analyste politique et membre du Parti Bloc Républicain. Dr Paul-Marie Wessou. Merci, analyste politique également, théoricien de la gouvernance. Merci à vous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques minutes.